Alors, ma première réaction, c'est de dire modestement, le progrès, ça n'est pas nous, c'est notre capacité à vous entraîner, à vous inspirer. Et donc, le progrès, c'est vous. Je vais vous parler en effet de la philanthropie et surtout des nouvelles formes de philanthropie qui allient le don et l'investissement. Cela fait bientôt 20 ans déjà que je me consacre à rapprocher deux mondes apparemment inconciliables. Celui d'une part des entreprises, des entrepreneurs, et d'autre part celui de l'intérêt général, des acteurs culturels, des acteurs sociaux, des acteurs qui nous font rêver, qui nous inspirent, qui aussi nous provoquent. Et la philanthropie, c'est avant tout une rencontre entre ces deux mondes qui souvent ont des représentations stéréotypées les uns des autres et qui vont apprendre au-delà de leurs différences à se connaître, à se reconnaître et peut-être même à cultiver entre eux une forme de fertilisation croisée. Qu'est-ce que c'est que la philanthropie? La philanthropie, c'est au sens étymologique, philos, anthropos, l'amour du genre humain, avec toute la complexité, tout l'intérêt, toute la difficulté et la beauté du lien amoureux. Comme le disait Marcel Mauss, qui est un grand théoricien du don, qui a écrit un essai sur le don célèbre, tout don appelle un contre-don. Donc ça n'est pas un acte à sens unique, c'est un échange, et ce qui est très important, c'est que cet échange structure la société, et également il contribue à la pacifier. Et c'est dans les sociétés où la philanthropie est le plus développée qu'il y a apparemment, selon les anthropologues, le moins de conflits. La philanthropie, comme vous le disiez, n'est pas la charité. La charité, c'est dans le vocabulaire religieux, c'est dans les traditions religieuses, comme la tzedaka chez les juifs, la zakat chez les musulmans ou la compassion universelle chez les bouddhistes. La philanthropie, telle que nous la connaissons dans sa forme moderne, est un héritage des philosophes des Lumières, un héritage aussi de la Révolution française. C'est un acte profondément laïque qui s'inscrit dans le plaisir et non pas dans la pitié. Ce qui est important, comme le disait Camille Desmoulins, c'est que c'est une forme de nouvelle religion, au sens où ça doit relier des êtres, qui va conquérir l'univers. René Raymond, également bien connu dans cette institution, disait que la philanthropie consacre le divorce du moral avec le religieux. Nous sommes donc dans une volonté personnelle, dans une volonté qui n'est pas uniquement morale et obligatoire, mais de contribuer au bien commun. Dans sa forme actuelle, la philanthropie est l'héritage de très nombreux courants que je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui. La révolution industrielle, bien sûr. L'économie sociale, chère à la mutualité qui nous accueille aujourd'hui. Également, évidemment, le puritanisme anglo-saxon, avec la volonté, dans la tradition calviniste, de ne pas accumuler la richesse, mais la distribuer sous la forme du don, ou sous la forme de l'investissement. Andrew Carnegie, grand philanthrope et surtout grand industriel du chemin de fer américain, écrivait « Tout homme qui meurt riche est un homme déshonoré ». Nous devrions souvent nous en souvenir aujourd'hui. L'idée, c'est de transmettre, de réinvestir, mais également de donner. Alors pourquoi aujourd'hui peut-on parler d'une nouvelle philanthropie? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? D'abord, un nouveau contexte. Le nouveau contexte, c'est une accumulation sans précédent des richesses dans le monde. Nous avons tendance à l'oublier. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que ces richesses n'ont jamais été réparties de façon aussi inégale. Rappelons-nous que les 20 dernières années, 80% de l'augmentation des richesses est allée aux 1% les plus riches de la planète. Face à cette distorsion, les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans une économie mondialisée nous renvoient en permanence des chiffres sur les défis planétaires auxquels nous sommes confrontés, ainsi que les générations futures. 1 milliard d'hommes n'a pas accès à l'eau potable,
un tiers de la population mondiale n'a pas accès aux médicaments, etc., etc. Comment ne pas rester insensible? Comment ne pas, face à notre individualisme de société développé, se dire que nous devons agir de façon individuelle à l'échelle à la fois de citoyens, de consommateurs, mais aussi comment faire en sorte que les entreprises, les entrepreneurs sociaux, les acteurs politiques, bref, l'ensemble des sphères économiques et publiques contribuent à réduire ces inégalités et à faire face aux défis énergétiques, sociaux, culturels de notre planète. Les philanthropes, dans cet océan de défis, apportent une contribution qui est peut-être une goutte d'eau. Mais un peu comme l'effet papillon, je suis convaincue que cette goutte d'eau est une force de transformation, est une force aussi d'inspiration. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau, ces philanthropes? Eh bien, aujourd'hui, ils entrent en philanthropie beaucoup plus jeunes qu'il y a encore une vingtaine d'années. Beaucoup ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, alors que il y a encore une vingtaine d'années, la moyenne de l'âge d'un philanthrope était plutôt autour de la soixantaine, 70 ans même. Ils ont fait fortune eux-mêmes. Il n'y a plus qu'un quart des philanthropes aujourd'hui qui sont des héritiers. Et ils ont donc un rapport à la fois décomplexé et très personnel à l'argent. Ils l'ont gagné et ils veulent agir avec cet argent au même titre qu'ils l'ont fait dans leur entreprise, avec un grand souci d'efficacité et peut-être aussi toute l'impatience qui est liée à la fougue de la jeunesse. Ces philanthropes considèrent le don comme un investissement, considèrent une fondation comme une entreprise et ont le désir d'agir rapidement avec la capacité de mesurer les effets de leurs actions. Pourquoi donc aujourd'hui dire que cette nouvelle philanthropie allie le don et l'investissement? Parler d'investissement philanthropique, ça peut sembler un oxymore. Et cependant, à bien des égards, nous sommes dans cette double dimension de la philanthropie aujourd'hui. Pourquoi? D'abord, vous l'avez compris, ces nouveaux philanthropes, ils investissent du temps, des moyens, des compétences, des réseaux, pour tenter d'apporter des solutions nouvelles à des problèmes sociaux auxquels ni la société, ni le marché, ni les pouvoirs publics ne peuvent seuls répondre. C'est souvent dans la co-construction avec ces acteurs que cette réponse va être trouvée. C'est un investissement parce que beaucoup de fondations ont des dotations, ont du capital, et parfois des capitaux très importants qu'elles placent, qui sont placés par des gestionnaires de patrimoine. Rien qu'aux États-Unis, l'ensemble des fonds de la philanthropie, ça représente près de 1000 milliards de dollars. Nous ne sommes pas dans un chiffre anecdotique. Et se pose la question de ce que les anglo-saxons appellent le mission-related investment, c'est-à-dire la façon, la cohérence avec laquelle les fonds de ces fondations sont placés et sont investis dans des entreprises qui évidemment doivent développer des pratiques de responsabilité sociale et environnementale, voire même essayer de creuser le sillon de l'innovation sociale. Autre relation entre le don et l'investissement, la venture philanthropy. Là aussi, ça semble un paradoxe de parler de fonds d'investissement philanthropique. Et cependant, de nombreux nouveaux philanthropes préfèrent créer des fonds d'investissement plutôt que des fondations. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il est plus efficace d'investir au capital d'entreprises à vocation sociale plutôt que de donner à des ONG, à des associations, à des actions ou des organismes à but non lucratif. Et on voit donc se développer aujourd'hui une philanthropie, je dirais, à deux vitesses complémentaires, celle du don dans des associations, celle de l'investissement dans des entreprises sociales, sachant que beaucoup d'entrepreneurs sociaux eux-mêmes sont structurés sur ce modèle dual, avec une association de tête et des filiales commerciales pour davantage toucher leur marché et pour faire en sorte que leur impact social soit plus important. Enfin, un autre exemple, les fondations actionnaires. Beaucoup
de fondations sont actionnaires des entreprises dans des pays proches de chez nous, par exemple en Allemagne. En France, ça n'est pas encore très développé et j'ai le souhait de contribuer à développer ce modèle extrêmement intéressant. Bref, beaucoup de nouveaux modèles hybrides se développent qui concilient le don et l'investissement. Et la vocation de profil PROPHIL, que j'ai créé avec Geneviève Ferron, pionnière de la notation extra-financière, c'est bien de donner ce visage humain, sensible, singulier à la philanthropie et de faire en sorte qu'une économie plus altruiste